et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, ce sont les mémoires de Louis XIV. Et ça tisse une suite logique avec le livre que j'ai présenté la semaine dernière, à savoir le livre, enfin le discours qu'a prononcé Massillon, l'oraison funèbre qu'a rédigé Massillon pour les funérailles de Louis XIV. On parlait de, de la vanité des choses humaines et de la vanité de ce qu'a pu aussi être les gloires d'un des plus grands souverains de cette terre. Et bien là, nous avons des mémoires qui ont été rédigées par Louis XIV avec l'aide d'hommes de lettres et des mémoires qui ont été rédigées au tout début de son règne, en 1661, pour les premières années, et qui sont l'archétype un peu de ce qu'on peut faire en termes de vanité. Si bien que Louis XIV, au soir de sa vie en 1714, avait voulu les détruire en totalité, parce qu'il avait éprouvé parce qu'il avait honte un peu de cette vanité passée, de cette faconde qui était présente un peu dans ce livre, dans ses mémoires. Mais ces mémoires ont été sauvées, une partie du moins des mémoires ont été sauvées, puisque alors que les mémoires s'étendent normalement jusqu'à l'année 1678, à savoir jusqu'à la fin de la guerre de Hollande, et commencent en 1661, eh bien, on n'a que quelques années qui sont parvenues jusqu'à nous, parce que Louis XIV avait réussi en 1714 à en brûler une très grande partie, avant que son ami, le maréchal de Noailles, sauve une partie des œuvres en insistant auprès de Louis XIV pour les sauver. Alors, je ne vais pas forcément vous recommander le livre et cette édition. L'édition que moi j'ai dans ma bibliothèque, c'est une édition tout aussi vaniteuse, on peut dire, une édition qui veut créer de beaux livres ou façonner de beaux livres à l'ancienne, les éditions Jean de Bonneau, mais l'extérieur est beau, la forme du livre est belle, mais l'intérieur est quand même déficient, dans le sens où dans cette édition il y a eu un manque. L'année 1662 est absente de cette édition, et donc une partie importante de fait des mémoires de Louis XIV n'a pas été inscrite dans cette édition. Et puis la préface scientifique est un peu indigente et juste. Et donc je vous recommanderais plutôt, si vous voulez lire les mémoires de Louis XIV, d'acheter une édition classique, celle notamment qui a été préfacée par Joël Cornette, un historien de grand talent. C'est celle qui est la plus recommandable. Mais je vais dire un mot sur l'image illustration qui nous est présentée ici. C'est même pas une image, c'est la couverture du livre, qui représente, enfin qui reproduit seulement les armes de France, fleur de lys, et puis les deux ordres du temps, les deux ordres de noblesse du temps. On a donc trois fleurs de lys entourées de l'ordre de Saint-Michel, créé par Louis XI, et entourées en dernier lieu par l'ordre du Saint-Esprit, qui a été créé par Henri III. Et donc on a l'héraldique, l'emblème de la maison de France, qui représente le royaume de France. Donc ces mémoires de Louis XIV, je disais, elles ont été rédigées par Louis XIV lui-même.
Louis XIV, on peut s'abstenir de le présenter tellement il est connu. Et ces mémoires de Louis XIV ont, je dis, été rédigées dès l'année 1661, et ce n'est pas un hasard, c'est l'année et le début de son règne personnel, mais c'est aussi l'année qui a vu la naissance de son premier fils, de son tout premier enfant et de son héritier, le grand dauphin, né de son union avec la reine Marie-Thérèse, dont il est l'époux depuis la paix des Pyrénées, qui a été signée en 1659. Et il rédige ses mémoires dans l'enthousiasme de la naissance d'un fils et d'un héritier, pour donner une instruction à son héritier, au dauphin. Et l'ensemble des mémoires sont adressés au grand dauphin pour son instruction, pour sa formation en tant que roi. Le livre des mémoires de Louis XIV, édité chez Jean de Bonneau, ne contient pas seulement les mémoires, il contient aussi les instructions que Louis XIV a données à son petit-fils Philippe V quand celui-ci est devenu roi d'Espagne. Il contient aussi un essai, un très court essai sur ce que représente le métier de roi, à destination encore du grand dauphin. Et puis il y a aussi des lettres de Madame de Maintenon et des courtes lettres que Louis XIV a adressées à son petit-fils Philippe V quand celui-ci était en Espagne. Donc le livre, les mémoires de Louis XIV ont été rédigées. Louis XIV a rédigé ses mémoires avec l'aide de deux personnages. Le premier qui a relu et qui a réagencé les mémoires de Louis XIV, c'est un certain Octave de Périgny, président de la Chambre des enquêtes au Parlement de Paris et précepteur du dauphin, qui a revu un peu les premières années du mémoire de Louis XIV. Louis XIV était jeune à cette époque, il avait une vingtaine d'années dans les premières années de son mémoire, de la rédaction de ses mémoires. Il avait quand même beaucoup de travail en tant que roi, et donc il était naturel qu'il trouve une aide précieuse dans des mains expérimentées et dans des esprits mûrs, comme pouvait l'être Octave de Périgny, qui était aussi un grand... Il avait la charge de lecteur de la Chambre du Roi, et il était aussi un grand prosateur et un grand auteur de langue française, puisqu'il a collaboré à plusieurs reprises avec Jean-Baptiste Lully pour écrire quelques livrets qui accompagnaient les musiques de Lully. Et après Octave de Périgny, c'est un académicien, c'est Paul Pélisson, qui a repris le flambeau, qui a été bien en cours après son abjuration de la foi protestante, et qui est aussi historiographe officiel du roi. Voilà, il est le titre d'historiographe du roi, qui travaille pour la gloire et les récits que l'on fait du roi, et bien qui a revu et corrigé encore les mémoires de Louis XIV. Donc vous vous doutez bien que Louis XIV est auteur certainement de ces mémoires, mais il n'est pas le seul à avoir travaillé dessus. Il a eu toute une équipe, il a eu des collaborateurs successifs qui ont peaufiné, retravaillé la langue de Louis XIV. C'est la genèse de Louis XIV, et c'est les ambitions que Louis XIV... C'est des mémoires qui retracent les plus belles années du règne de Louis XIV, enfin, parmi les plus belles années du règne de Louis XIV, et qui s'achève par l'année de la fin de la guerre de Hollande, par la paix de Nimègue, qui est quand même l'acmé du règne de Louis XIV, là où Louis XIV est au sommet de sa puissance et de sa gloire. Il a vaincu la Hollande et il a vaincu une coalition, et il a élargi le royaume de France
C'est la guerre qui lui a permis de repousser les frontières le plus loin du royaume de France et qui lui a donné les plus grands titres de gloire. Et c'est d'ailleurs après cette guerre de Hollande et cette paix de Nimègue qu'on a commencé à appeler Louis XIV et à donner à Louis XIV le titre de Grand, de Louis le Grand. Donc le livre, les mémoires en eux-mêmes se composent en deux parties. Il y a les mémoires de Louis XIV qui traitent des affaires intérieures et de la politique que Louis XIV entend mener à l'intérieur de son royaume. Et puis il y a une deuxième partie des mémoires qui sont plutôt des mémoires militaires, puisque elle commence avec l'année 1666, qui est une année de préparation militaire de la première campagne militaire de Louis XIV, à savoir la guerre de dévolution, puisque l'année 1666 voit mourir le roi d'Espagne, Philippe IV d'Espagne, et permet à Louis XIV de contester la succession au trône d'Espagne par l'entremise des droits de sa femme Marie-Thérèse sur le trône d'Espagne. Et puis voilà, 1667, c'est le début des hostilités qui vont se terminer en 1668 par la paix d'Aix-la-Chapelle, où Louis XIV a étendu pour la première fois le royaume de France qui lui avait été donné, en s'accroissant vers le nord et en grattant plusieurs territoires aux Pays-Bas espagnols. Et ensuite, on a 2 années qui se poursuivent, 1673-1678 seulement, qui traitent de la guerre de Hollande de façon très indigente, puisque, comme je l'ai dit, la plus grande partie des mémoires qu'avait rédigé Louis XIV ont été lancées dans le feu d'une cheminée. Ces mémoires de Louis XIV ont été redécouverts et ont été publiés et rendus accessibles au public pour la première fois en 1806 par les soins d'un amateur. Un certain Guin de Montagnac, qui a appris que les mémoires de Louis XIV reposaient dans la bibliothèque impériale, bibliothèque royale, mais maintenant bibliothèque nationale de France. Et il a eu pour projet de rendre disponibles au public les mémoires de Louis XIV, qui n'ont été rendues publiques que près de 100 ans après la mort de Louis XIV, en 1806, sous l'autorité et le régime de Napoléon Bonaparte. Ces mémoires avaient été déposées et étaient accessibles depuis 1749 dans la Bibliothèque nationale de France. Et Guin de Montagnac nous explique au début de son livre, de son édition, comment il a trouvé ces mémoires. Donc je vais vous lire le passage qui récapitule la trouvaille et la découverte. Ce sont précisément ces mémoires, composées par Louis XIV pour l'instruction de son fils, que je publie aujourd'hui, ainsi que d'autres morceaux écrits de la main de ce prince, déposés à la bibliothèque impériale par monsieur le maréchal de Noailles. La collection des ouvrages de Louis XIV qui existe à la bibliothèque se compose de 3 volumes in-folio reliés et de 3 grands portefeuilles. Les volumes reliés sont des originaux avec les copies faites par ordre de monsieur de Noailles, qui les déposa à la bibliothèque le 3 décembre 1749. On trouve en tête du premier volume son certificat ainsi conçu. Je sous-signais Adrien Maurice, duc de Noailles, père et maréchal de France, certifie que le feu roi Louis XIV, par un effet de la confiance dont il m'honorait, me chargea un soir, en 1714, d'aller chercher dans son cabinet et de lui apporter différents papiers enfermés dans des tiroirs. Sa Majesté en brûla d'abord une partie, et sur les instantes prières que je lui fis de me permettre d'en garder le surplus, qui concernait principalement ses campagnes, elle y consentit. Et voulant assurer à jamais la conservation de ce précieux monument, j'ai rassemblé les originaux, avec les copies que j'en avais fait faire pour en faciliter davantage la lecture, en 3 volumes in-folio, pour être, le tout ensemble, déposé à la bibliothèque du roi. Fait à Paris, le 10 octobre 1749, signé le maréchal de Noailles. Et donc voilà, depuis 1749, le maréchal de Noailles qui avait conservé précieusement les écrits de Louis XIV, les a déposés à la bibliothèque,
nationale de France. Et voilà, le hasard a fait que ces écrits ont été consultés par ce certain Gain de Montagnac qui, avec l'autorisation des conservateurs de la Bibliothèque impériale, a pu exhumer les mémoires de Louis XIV et les rendre lisibles et disponibles pour le public. Les mémoires de Louis XIV commencent par une période très connue du règne de Louis XIV, c'est la période emblématique qui résume déjà un peu le caractère que le roi va avoir tout au long de son règne. C'est sa décision de régner sans principal ministre. Et les premières pages des mémoires qui nous sont conservées sont très claires. Et ce sont peut-être les pages les plus célèbres, les phrases les plus célèbres de ces mémoires de Louis XIV. Souvent, on fait l'histoire du règne de Louis XIV sans préciser que la principale source de cette histoire, ce sont les mémoires de Louis XIV. Ce sont les mémoires de Louis XIV où on va puiser les traits les plus certains de l'histoire du règne de Louis XIV, parfois. Alors que dit-il, que dit le début de ces mémoires? Et début emblématique que tout le monde connaît, 1661. Louis XIV nous parle de sa politique personnelle. Avant que d'entrer dans les détails des affaires, je crus que je devais choisir avec le plus grand soin des instruments propres à me soulager dans ce travail. Car, surtout, j'étais résolu à ne prendre point de Premier ministre et à ne pas laisser faire par un autre les fonctions de roi, pendant que je n'en aurais que le titre. Mais au contraire, je voulais partager l'exécution de mes ordres entre plusieurs personnes, afin d'en réunir toute l'autorité en la mienne seule. Ce fut pour cela que je voulais choisir des hommes de diverses professions et de divers talents, suivant la diversité des matières qui tombent le plus ordinairement dans l'administration d'un État. Et je distribuais entre eux mon temps et ma confiance, suivant la connaissance que j'avais de leurs vertus, ou de l'importance des choses que je leur commettais. Dès lors, je m'établis pour règle de travailler 2 fois par jour à l'expédition des affaires ordinaires, ne laissant pas de m'appliquer en tout autre temps à ce qui pouvait survenir extraordinairement. Phrase célèbre. Et après, on a la description de l'affaire qui concerne Nicolas Fouquet, vous savez, et cette affaire de corruption et ce célèbre procès qui a banni Nicolas Fouquet des charges étatiques. Il y a un très grand défaut dans cette édition, c'est que l'année 1662 est absente, et pourtant l'année 1662 est aussi intéressante pour analyser la construction psychologique d'un jeune roi qui se cherche encore en ces années, avec la fameuse fête du Carrousel qui a eu lieu en 1662 pour célébrer la naissance du dauphin, et qui a été la dernière grande fête que Louis XIV a donnée à Paris. Cette fête, elle est à l'origine de l'identification du roi avec l'astre principal du système solaire, à savoir le Soleil, puisque on l'a à cette occasion déguisé en Apollon, en Hélios, en Soleil, et on lui a donné comme devise Nec pluribus in par, à nul autre pareil, que le roi, dans ses mémoires qui ne sont pas présents dans cette édition, mais dans d'autres éditions, qui traitent de l'année 1662, où le roi traduit le Nec pluribus in par il suffit à plusieurs mondes. Il peut suffire à plusieurs mondes, et en réalité c'était la devise de Philippe II d'Espagne, qui avait certainement, nous dit Voltaire, plus de droit que Louis XIV de porter cette devise, puisque Philippe II d'Espagne régnait effectivement sur plusieurs mondes, à savoir l'Ancien et le Nouveau Monde. Mais Louis XIV a repris à son compte cette formule, et il se l'est attaché, voyant à quel point elle était populaire pendant la fête du Carrousel, et l'identification qu'il se faisait lui-même avec l'identification qui a été faite entre lui et le Soleil a aussi été retenue par lui devant la popularité de
de cette fête du carrousel et son efficacité. Mais en effet, tout cela a été repris à Philippe II d'Espagne, qui en était le destinataire originel. Ensuite, vous avez l'année 1661 qui est assez courte, qui se poursuit. Et puis voilà, c'est très indigent puisqu'on passe ensuite à l'année 1666. L'année 1662 n'est pas présente alors qu'elle devrait l'être puisqu'elle est parvenue jusqu'à nous. Gros point noir du livre. Et on a en effet Louis XIV qui, s'adressant au dauphin, à son fils, qui n'a que 5 ans à l'époque, donc c'est des mémoires qui sont destinées à son fils quand celui-ci doit prendre le pouvoir après sa mort, mais vous savez que Louis XIV va survivre à son fils aîné, puisqu'il va mourir après lui. Et bien là, il discerne lui-même dans ses mémoires une partie de politique intérieure. C'est comme ça qu'il a certainement voulu concevoir ses mémoires, puisque à la guerre de dévolution d'Espagne a succédé relativement rapidement la guerre de Hollande, et les préparatifs de la guerre de Hollande se sont faits dès l'année 1670 pour une entrée en campagne en 1672, voire même dès l'année 1669, puisque Louis XIV avait été très fortement vexé par l'intervention de la Hollande lors de la guerre de dévolution d'Espagne, où un certain ambassadeur hollandais avait réussi à restreindre les acquisitions territoriales de Louis XIV et à réfréner le pouvoir de ce jeune roi. Et les Hollandais s'étaient même flattés, à l'instar de Josias, d'avoir arrêté le soleil dans sa course. C'est dire que Louis XIV était déjà au tout début de son règne et après la fête du carrousel identifié aussi bien à l'intérieur du royaume qu'à l'extérieur du royaume comme celui qui s'identifiait au soleil. Alors que dit Louis XIV à partir de l'année 1666? Il s'adresse à son fils, et les mémoires étaient exclusivement destinées à son fils. D'accord ? Donc il s'adresse à son fils. D'ailleurs, son fils a lu les mémoires, il n'a pas pu les appliquer puisqu'il n'a jamais été roi. Philippe V d'Espagne a certainement lu les mémoires. Louis XV, qui a été conseillé par le maréchal de Noailles, qui en a conservé une partie, a eu connaissance des mémoires, enfin de ce qu'il en reste de Louis XIV, et Louis XVI également aurait lu les mémoires de Louis XIV pendant son règne et avant. Louis XIV lui-même a eu l'idée de rédiger ses mémoires par le fait qu'il ait eu connaissance du testament politique de Richelieu, qui n'était pas ses mémoires, mais qui était une synthèse et un bilan de ses opinions politiques qu'a essayé de mettre en œuvre Louis XIV. Il a essayé de suivre comme il pouvait le testament politique de Richelieu, et Louis XIV pouvait aussi s'inspirer d'autres mémoires comme ceux de Sully et d'autres chefs d'État. Vous savez, les mémoires, je ne vais pas refaire l'histoire du style littéraire que constituent les mémoires. Ça remonte à Philippe de Comines. Et après, tout le monde s'est mis à rédiger ses mémoires. Enfin, tous ceux qui, poussés par la vanité et par leur orgueil personnel, se sont cru bon d'évoquer leur mérite personnel dans des mémoires. Mais là, c'est le roi, donc il est naturel que le roi puisse écrire des mémoires après tout. Donc Louis XIV fait la distinction entre l'aspect intérieur du royaume et l'aspect de la politique intérieure du royaume et de sa politique extérieure, qui est, pour le règne de Louis XIV, constituée par les guerres. Dans la première partie de ces mémoires, qui contient près de 5 années, je vous ai fait voir de quelle manière je me suis conduit durant la paix. Et dans cette seconde partie, je prétends vous faire voir comment je me suis comporté durant la guerre. Là, j'ai tâché de vous apprendre par quels moyens un sage prince peut profiter de la tranquillité publique. Ici, je vous enseignerai comme il doit pourvoir à tous les besoins que le tumulte des armes produit. Là, vous m'avez vu le plus souvent comme un père de famille, occupé tranquillement dans les soins de l'économie domestique. Ici, vous me verrez comme un vigilant capitaine changé à toute heure de poste et de conduite, suivant la contenance de mes ennemis. Enfin, là, vous n'avez trouvé que des réformations de troupes, des modérations d'impôts, des augmentations de revenus, des règlements de justice,
des établissements avantageux, des acquisitions utiles et pacifiques. Ici, vous ne rencontrerez que des levées de gens de guerre, des armements de vaisseaux, des munitions de place, des soins inquiets, des combats sanglants, des dépenses continuelles. Mais je m'assure que dans cette diversité d'objets, vous remarquerez toujours en moi la même constance pour le travail, la même fermeté dans mes résolutions, le même amour pour mes peuples, la même passion pour la grandeur de l'État et la même ardeur pour la véritable gloire. Voilà comment Louis XIV résume sa conduite et sa ligne de conduite auprès du grand dauphin. La véritable gloire, quelle est-elle? L'ardeur, la passion du roi pour la gloire de la France, sa propre gloire et celle de ses sujets. C'est le discours que, en tout cas, Louis XIV veut et donne au grand dauphin. Et pour cette année 1666, qui est l'année la plus large des mémoires qui sont parvenues jusqu'à nous, la plus développée, eh bien, il n'y a pas que la guerre. Enfin, l'année 1666, c'est surtout l'année des préparatifs de la guerre de dévolution d'Espagne, puisque c'est l'année qui voit la mort de Philippe IV d'Espagne. Et donc, dans cette année, on a plusieurs événements marquants. Et moi, j'ai choisi de vous lire et de mettre en avant l'une des parties les plus, peut-être les plus touchantes des mémoires de Louis XIV, à savoir la partie où il parle de la perte de sa mère, Anne d'Autriche. Et il faut savoir que c'est surtout la mort d'Anne d'Autriche en 1666 au Louvre qui a conduit Louis XIV à briser quasi complètement les ponts avec la ville de Paris et à s'installer et à vouloir s'installer définitivement à Versailles. Les projets et les chantiers de Versailles avaient commencé en 1664 et la décision de Louis XIV de s'établir définitivement à Versailles a vraiment été confirmée par la mort de sa mère Anne d'Autriche, puisque Louis XIV avait du mal à retourner au Louvre. Il ne retournera jamais au Louvre après la mort de sa mère, puisque ça lui faisait penser à la perte d'un être cher qui a joué même presque les rôles à la fois de mère et de père. Car Louis XIV, vous le savez, a perdu son père très tôt. Il avait 4 ans seulement quand Louis XIII est mort. Alors que comment parle-t-il de sa mère dans ses mémoires, Louis XIV? Le dernier accès du mal de la reine ma mère et le funeste accident de sa mort me surprirent dans la chaleur de ses occupations et me tinrent plusieurs jours attaché à la seule considération de cette perte. Car, quoique je vous ai dit ailleurs, incontinent, qu'un prince doit sacrifier au bien de son empire tous ses mouvements particuliers, il est des rencontres où cette maxime ne se peut pratiquer du premier abord. L'on peut dire même que si jamais il fut permis de s'en écarter, ce fut dans l'occasion dont je vous parle. La nature avait formé les premiers nœuds qui m'auraient uni à la reine ma mère. Mais les liaisons qui se font par le rapport des qualités de l'âme se rompent avec bien plus de difficulté que celles qui ne sont produites que par le seul commerce du sang. Pour vous expliquer tout ensemble la grandeur et la justice de mon ennui, il faudrait ici vous étaler tout le mérite de cette reine, qui serait une entreprise difficile. Les plus éloquents hommes du siècle que j'ai fait travailler sur ce sujet ont eu bien de la peine à le remplir. Et quelque effort qu'ils aillent fait, le simple récit que l'histoire fera des actions de cette princesse surpassera de beaucoup ce qu'ils ont pu dire de sa louange. Dans la connaissance que vous devez avoir de la trempe de mon cœur, quand je ne réponds d'autre excuse, il suffirait pour justifier la sensibilité que j'eus en la perte de cette reine, de vous faire ressouvenir de la grandeur des obligations que je lui avais, vous à qui j'ai dit tant de fois que la reconnaissance des biens reçus est une des qualités les plus inséparables des âmes bien nées. Moi, qui savais mieux que personne que la vigueur avec laquelle cette princesse avait soutenu ma dignité, quand je ne pouvais pas la défendre moi-même, était le plus important et le plus utile service qui me put jamais être rendu. Quelque grandeur de courage dont j'eusse voulu me piquer, il n'était pas possible qu'un fils attaché par les liens de la nature pût la voir mourir sans un excès de douleur. Puisque ceux mêmes contre lesquels elle avait agi souvent comme ennemi ne purent alors s'empêcher de la regretter, et d'avouer qu'il n'avait jamais été piété plus sincère, fermeté plus intrépide, ni bonté plus généreuse. Mais la conjecture la plus naturelle que je puisse vous fournir pour juger de l'affliction que devait me causer sa mort
c'est de vous faire observer l'attachement que j'avais auprès d'elle pendant sa vie. Car les respects que je lui ai toujours rendus n'étaient point de ces devoirs contraints, que l'on donne seulement à la bienséance. Cette habitude que j'avais formée de n'avoir ordinairement qu'un même logis et qu'une même table avec elle, ou cette assiduité avec laquelle on me voyait la visiter plusieurs fois le jour, malgré l'empressement de mes plus importantes affaires, n'était point une loi que je me fusse imposée pour raison d'état, mais une marque du plaisir que je prenais en sa compagnie. Car enfin, l'abandonnement qu'elle avait si librement fait de l'autorité souveraine m'avait bien assez fait connaître que je n'avais rien à craindre de son ambition pour ne me pas obliger à la retenir par des tendresses affectées. Après ce malheur, ne pouvant plus soutenir la vue du lieu où il m'était arrivé, je quittai Paris dans le même instant et me retirai premièrement à Versailles, comme au lieu où je pourrais plus être en particulier, et quelques jours après à Saint-Germain. Les premiers moments où je me pus forcer à quelque sorte d'application furent employés à m'acquitter du devoir auquel cet accident m'engageait. La part que je fus obligé d'en donner à tous les princes de l'Europe me coûta beaucoup plus qu'on ne saurait penser, et principalement les lettres que j'en fis à l'empereur, au roi d'Espagne, au roi d'Angleterre, lesquelles, par bienséance, je fus obligé d'écrire de ma main. Car dans les premiers moments d'une sensible douleur, il est malaisé de se contraindre à l'expliquer aux autres sans la faire encore augmenter en nous par le souvenir de quelques nouvelles circonstances. Je fus ensuite visité par tous les corps du royaume qui sont admis à cet honneur, et peu de jours après, je donnai audience aux ambassadeurs pour recevoir les compliments de leur maître. Voilà Louis XIV qui parle de la perte de sa mère, Anne d'Autriche. Et puis ensuite, dans la suite du récit, il parle des funérailles, qu'Anne d'Autriche ne voulait pas qu'on célèbre ses funérailles, en public du moins. Louis XIV a forcé pour que des funérailles aussi grandes et fastueuses que celles de Louis XIII soient prononcées pour Anne d'Autriche. Et puis il y a eu une querelle de bienséance entre le clergé et le Parlement de Paris que Louis XIV a fait taire avec toute l'autorité dont il était revêtu. Et le Parlement de Paris était très défiant à l'époque vis-à-vis de Louis XIV, puisque Louis XIV avait supprimé quasiment le droit de remontrance du Parlement de Paris, avait ravalé la puissance du Parlement de Paris, que Louis XIV ne cesse d'appeler une compagnie, la compagnie, de façon un peu méprisante. C'est dire à quel point Louis XIV considérait peu la légitimité et la puissance du Parlement de Paris, et qu'il entendait non seulement gouverner sans principal ministre, mais aussi gouverner sans les avis du Parlement de Paris et de tous ces juristes professionnels qui composaient le Parlement de Paris d'alors. Les mémoires se poursuivent ensuite sur les récits de guerre, et on a l'année 1673 qui est une grande année pour la guerre de Hollande, puisque c'est l'année où Louis XIV s'empare de la position stratégique que constitue la forteresse de Maastricht, et où perd la vie le célèbre D'Artagnan d'ailleurs. Et puis l'année 1678 qui est l'année de toutes les fastes et de toutes les gloires de Louis XIV, l'acmé de la puissance louis XIVienne, celle qui lui vaut le titre de grand, celle qui élargit le plus le royaume. Et enfin, le livre s'achève sur des lettres de Madame de Maintenon et de la fin du règne. En fait, les mémoires de Louis XIV ont peu de choses à voir avec les derniers éléments qui sont dans cette édition. Parce que d'un côté, vous avez la genèse de Louis XIV qui est constituée par les deux premières campagnes d'ampleur de Louis XIV. Et de l'autre, vous avez les vieilles années du roi et les instructions qu'il veut donner à Philippe V d'Espagne. Donc, les mémoires de Louis XIV, c'est un livre indispensable pour comprendre le siècle de Louis XIV et surtout pour comprendre la personnalité du roi et sa personnalité politique. Personnalité politique qui doit beaucoup à celle de Richelieu, quand même, qui est assez proche de celle de Richelieu et qui suit la logique d'un renforcement étatique sur les corps intermédiaires. Donc je vous invite non pas à lire cette édition quelque peu défectueuse des mémoires de Louis XIV, mais plutôt à prendre une édition assez récente, celle de Joël Cornette, pour profiter
des instructions de Louis XIV, tout n'est pas bon ou agréable à lire, puisque tout est en rapport avec les campagnes militaires, c'est une lecture assez aride et assez ennuyeuse, puisque vous avez une énumération un peu fade de tous les préparatifs militaires. Voilà. Voilà pour ce qui est des mémoires de Louis XIV.